Donc je vais passer sur la thématique du MMA. Il a fait plusieurs parallèles. Pourquoi la thématique du MMA? En fait, il y a eu un événement il y a quelques semaines, quelques mois, à Paris. On a eu le premier gala de MMA en France. Il y a eu un déferlement médiatique, administratif, sportif autour de ce sujet-là. L'important, en tout cas pour moi, c'est de me poser la question. Il y a un moment, il faut qu'on sorte de l'irrationalité autour de cette activité. Il faut essayer de se poser et de la regarder. Est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est pas un sport? Il y a un sujet. Mais on a la chance de vivre dans un état de droit. Et quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, ou quand il y a un déferlement de passion, autant positive que négative, autour d'une activité, quelle qu'elle soit, il est temps de se poser, pas forcément prendre que de la hauteur, mais de revenir sur les choses qui gèrent notre quotidien, à savoir le droit. Donc ce n'est pas un cours de droit que je vais vous faire, mais on va essayer de revenir à étudier les cas concrets sur un point de vue justement juridique et administratif. Et on va voir qu'on va apprendre beaucoup de choses. Donc il y a plusieurs éléments sur cet événement qui a eu lieu le 19 septembre. La première question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire du MMA? La deuxième question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire de la compétition en MMA? Et la troisième question, c'est est-ce qu'on a le droit de diffuser du MMA sur une chaîne de télé comme à l'équipe 21? Alors, on va voir tout ce cheminement sans passion, en tout cas pas de ma part. Le but est vraiment d'avoir une lecture très cartésienne de ce dispositif. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Maintenant, vous allez vous rendre compte que c'est très simple, car on a la chance de vivre dans un état de droit. Donc, reprenons les choses là où elles commencent, à savoir sur cette lecture juridique. La première des choses qu'on va voir, c'est que dit ce droit, et ensuite on ira sur ce gala du 19 septembre au Cirque d'Hiver, et enfin on terminera sur est-ce qu'il pouvait être diffusé sur une chaîne de télévision. Alors c'est un tableau un petit peu fourre-tout, c'est volontaire, parce que c'est exactement la représentation que tout le monde a du MMA. Alors on va avoir trois aspects. L'Europe, qui va être la base de beaucoup de sujets de discussion, le MMA en tant que discipline, on ne va pas parler de sport, activité, et la France. Le MMA, avec des règles minimalistes, est arrivé entre 90 et 2001, il n'y avait pas de règles sportives. C'est là où on a eu tout et son contraire, il faut le reconnaître, sur certaines pratiques et certaines activités. Tout à l'heure, j'ai entendu David dire qu'il y avait eu des règles unifiées. Les règles unifiées du MMA sont arrivées en 2002-2003, avec 52 règles. Mais entre-temps, il y a une recommandation du Conseil de l'Europe qui annonce, en avril 1999, qu'il faut interdire le combat en cage dans tous les pays d'Europe, parce que ça nuit à l'intégrité physique et psychologique des sportifs. Et c'est sur cette recommandation que tous les États ont pris une position administrative. Sauf que ce n'est qu'une recommandation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2015, sur les 28 pays de l'Europe, la pratique du MMA, si on prend le langage, pour l'instant je le fais volontairement, on interdit en France la pratique du MMA en compétition uniquement sur notre territoire national. Il n'y a qu'en France pour l'instant, les autres pays l'autorisent. Sauf que vous allez voir qu'il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que juridiquement, en France, quand vous prenez tout en haut sur le côté France, on a la loi 1901. On a à peu près 800 clubs, associations sportives en loi 1901 qui ont un objet social avec du MMA. Quand ils créent leur association, ils vont déposer leur statut à la préfecture. La préfecture est le premier organe de contrôle. À partir du moment où la préfecture valide et n'interdit pas l'activité de cette association, on a déjà un accord juridique de pratique. Si la posture, comme le dit l'administration à certains moments, qu'il faut faire attention à l'intégrité physique, ce qu'on entend systématiquement que c'est dangereux et que c'est contraire à l'éthique et à la déontologie, on ne peut pas dissocier cet aspect-là éthique et déontologique de la pratique compétitive que de la pratique amateur. A fortiori, puisqu'il n'y a plus de loisirs qui pratiquent dans tous les sports de combat que de compétiteurs. Donc ça voudrait dire qu'on autorise plus
d'écart à la déontologie et à l'éthique sur la masse du sportif pratiquant que sur l'élite. Il y a un non-sens si on a une volonté de préservation de l'intégrité physique et psychologique des sportifs. Là-dessus, on se rend compte qu'en France, on dit que la pratique n'est pas autorisée. C'est totalement faux. Pour la simple et bonne raison que je l'ai dit, il y a 800 clubs. Mais maintenant, il y a même des entreprises qui se sont développées. C'est-à-dire qu'on a des SARL, des SAS, qui ont structuré ça comme une pratique commerciale. Tout à l'heure, la question a été posée si c'était du sport ou du spectacle. Dans le cadre du catch, on est exactement dans le même cas de figure. Que ce soit les sports de boxe pied-point, hors savate et le MMA, ce sont tous des sports qui se sont développés, contrairement à la boxe anglaise et à la savate, ce sont des sports qui se sont développés sur le spectacle. On a commencé le développement de ces activités par les galas. Et c'est avec les galas qu'on a fait le reste du développement. Donc il est évident qu'en France, la pratique s'est développée à une vitesse exponentielle, notamment depuis 2005. Juridiquement, il n'y a aucune interdiction sur le MMA. Aucun texte en France n'interdit ni la pratique, ni l'ouverture de club, ni la compétition de MMA. On va le voir juste après. Aujourd'hui, toujours d'un point de vue juridique, si on devait interdire le MMA, on aurait un article, qui est l'article 331.2 du Code du sport, qui revient sur la notion d'éthique et de déontologie. Ça a été expliqué par nos amis du karaté tout à l'heure, des frappes au sol, qui sont des choses qui existent régulièrement, sont toujours mis en avant pour dire qu'il faut interdire le MMA. Et le deuxième volet est la cage, qui en fait est un octogone. Vous allez voir pourquoi je fais cette petite subtilité sémantique juste après dans la diapo suivante. Quand en France on veut interdire quelque chose, ce n'est pas le fait du prince. Absolument pas. Nous allons prendre un cadre juridique. Quelques amis dans la salle sont habitués à venir interdire des galas de boxe. C'est exactement la même chose. On prend le cadre juridique. Je ne décide pas, moi, Médéric Chapiteau, d'interdire le gala. Monsieur Braillard ne décide pas demain matin d'interdire un gala de MMA en levant moi. Je suis secrétaire d'État, ça ne se fera pas. Ça n'existe pas en France. On a la chance que ça n'existe pas. Sinon, on serait dans un système totalitaire. Donc, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Donc, ces fondamentaux, aujourd'hui, cette recommandation du Conseil de l'Europe de 99, et après, je ne vous embête plus avec le droit. Cette recommandation de 99 n'a jamais été traduite en droit positif, c'est-à-dire on n'a pas fait une loi, un décret ou un arrêté pour dire on interdit le MMA. Donc on ne peut rien appliquer. Et la preuve, les autres pays de l'Europe ont mis du temps pour certains, mais maintenant il n'y a plus que nous. C'est pour ça que le 19 septembre 2015, au Cirque d'hiver, ce qui, vous le reconnaîtrez, le temple de la boxe anglaise, sur Paris, où il y a eu énormément de galas, mais c'est pas pour ça que c'est intéressant. Parce qu'on a souvent dit que le MMA, c'était les jeux du cirque. Notre secrétaire d'État, d'ailleurs, me l'a dit, c'est une représentation, ce sont les jeux du cirque. Donc le premier gala de MMA en France, c'est fait au Cirque Bouglione, le cirque d'hiver. Et aujourd'hui, celui qui va vous le commenter, c'est Médéric Chapiteau. Donc il y a quelques messages entre chapiteau, cirque et le MMA qui ne sont pas non plus dénués de sens dans l'analyse qu'on va faire. La petite vidéo qui va suivre, elle dure 2 minutes. Je vais vous demander de regarder ça en profane. Vous allez voir une activité et vous allez vous demander si c'est du sport. Et on revient après ces 2 petites minutes. Période d'échauffement, préparation au combat.
connaît en combat, la tension coach, la tension boxeur, combattant, et les entrées sur l'aire de combat. Vous remarquerez que le cirque d'hiver est plein, 1600 places. Préparation athlétique, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est dans une logique de sport. Les notions de respect évoquées tout à l'heure. Arbitrage. Cette vidéo, je l'ai récupérée auprès des organisateurs. Mon propos n'est pas de faire la promotion de l'activité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, quand je regarde cette vidéo et que je reprends mon parcours au sein d'une direction technique nationale, ce que je vois là, c'est ni plus ni moins qu'un événement sportif. Spectacle, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On est sur un modèle économique qui est basé sur le spectacle, on est sur un événement sportif. Donc ce qui est intéressant sur ce schéma-là, c'est qu'on voit ce qu'on a l'habitude de voir en boxe anglaise, en pied-point, etc. La notion effectivement particulière qu'on a évoquée tout à l'heure et sur laquelle je vais revenir tout de suite sont la frappe au sol et la cage. Alors, le jour de l'événement, j'ai contacté l'avocate qui s'est occupée de ce dossier-là. Bien évidemment, l'administration est venue à 2 reprises. Donc, il y a eu une première visite de la police nationale avant que ça ouvre et une deuxième visite avec les gens de jeunesse et sport. Ce qui est très intéressant, c'est que le préfet de police qui a mandaté pour voir quelle était cette cage qu'on allait mettre dans le cirque, en plus, ça va bien avec. Ils sont venus, la commissaire de police est venue et a estimé que ce n'était absolument pas une cage, juridiquement parlant. Donc, et qu'il y avait un médecin. Donc, il n'y avait aucun risque pour l'intégrité physique des combattants et donc la soirée pouvait se tenir. Il n'y a eu aucun autre argumentaire juridique pour opposer une opposition juridique et administrative à cette manifestation. Par contre, on a eu, pendant 48 heures, un combat médiatico-juridique, comme je l'ai volontairement appelé, et plutôt que de l'illustrer avec mon analyse, je vous propose de l'illustrer avec quelques verbatim que je vais vous lire, je ne sais pas si on les voit bien. Et c'est un combat qui est très très intéressant à analyser. Donc on a, je provoque volontairement un ministre, mais c'est plus administration, et contre l'organisateur. Le ministre dit, on n'est plus dans le sport, mais dans les jeux du cirque. Donc, réponse de l'organisation, les autorités avaient 10 jours pour autoriser la manifestation, l'interdire ou demander des pièces supplémentaires. Il n'y a pas eu de réponse passée dans ce délai, elle est donc tacitement autorisée. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est valable même pour la boxe. Vous déposez un dossier, c'est suite à la loi de simplification. Si dans les 10 jours, l'administration ne vous demande pas une pièce complémentaire, cela vaut accord. Donc l'organisateur a bien déposé le dossier, l'administration n'ayant pas répondu, elle a validé l'autorisation de cette manifestation. Contrairement aux propos ministériels, pour organiser un événement de MMA, il faut être affilié à une fédération, c'est totalement faux. Moi aujourd'hui, je l'ai démontré à maintes reprises, la Fédération française de danse. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils ont le droit d'organiser un gala de boxe, on ne peut pas leur interdire. La Fédération française de jeux de balle au tambourin, je vous promets que ça existe. Elle a le droit d'organiser un combat de kickboxing, on ne peut pas lui interdire. C'est un non-sens. Et ça vient du simple fait, comme ça a été évoqué tout à l'heure, que l'organisation d'événements, de manifestations publiques de boxe, on ne parle pas de compétition, on parle de manifestations publiques de boxe, induit une notion de sport-spectacle.
Et comme c'est du sport-spectacle, tout le monde peut organiser du sport-spectacle. C'est-à-dire que la pétanque, aujourd'hui, a le droit d'organiser un gala de boxe. Ça ne posera aucun problème juridique. Garde-la pour après la question. S'il te plaît. Et donc ça, c'est important. C'est cette chose qui est très importante. Donc le ministre, quand il dit ça, fait une erreur de droit. Je n'aime pas être roulé dans la farine. Notre enquête administrative entraînera peut-être des sanctions. On est dans des engagements forts au niveau communication. Et de l'autre côté, l'organisateur dit on a eu 2 descentes de police, personne ne nous a interdit. Au bout de 5 minutes, la commissaire de police est partie. Les agents de la direction départementale ont consulté les dossiers, tous les combattants, et sont repartis à la fin de l'événement vers 23h, sans avoir posé une interdiction. Preuve qu'on était bien dans le cadre d'une manifestation autorisée. Tout à fait. La manifestation du 19 septembre respectait en tout point le cadre légal et administratif français. Le droit a été respecté. On peut ne pas être d'accord, qu'on soit bien, c'est important, mais le cadre juridique a été respecté. Maintenant, quelle analyse on pourrait faire de ça? Mais moi, quand on fait un combat, il faut regarder le résultat. Donc là, on a eu le ministère contre l'organisateur et on a eu de la com. Alors, en bleu, c'est le ministère. Il a promis une enquête administrative. Les sanctions, il n'y en a pas eu, puisque juridiquement, c'était viable. Et il y a eu une modification réglementaire sur laquelle je vais revenir. L'organisateur, il a fait une démonstration juridique et sportive. Par contre, il n'y a aucun autre événement qui a été proposé depuis en France. Et il n'y a pas de structuration nationale à l'issue de cet événement. Si on veut analyser, avant d'aller sur l'instruction, si on veut analyser avec un peu de recul ce qui vient de se passer, on a le ministère qui a gagné le combat médiatique et on a l'organisateur qui a gagné le combat administratif. Et pour l'ancien fonctionnaire, le fonctionnaire en disponibilité que je suis, du ministère des Sports, ça me pose un problème. L'inverse aurait dû être vrai. C'est-à-dire que normalement, la com, le côté de la com va sur l'organisateur et c'est le ministère qui gagne le combat juridique et administratif. Et là, on se rend compte que il y a eu un croisement des données. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une instruction, vous voyez, le 24/11/2015, que personne ou très peu de gens connaissent. Ben, cette instruction, qui émane du ministère, dit, donc c'est vraiment un retour de cet événement, que depuis le 24 novembre, toutes les personnes titulaires d'un DEGEPS, donc c'est un niveau Bac+2, en kickboxing, en muay thai, en karaté, en judo et en lutte, sont autorisées à enseigner le combat mixte avec définition du MMA contre rémunération. Et là, on tombe dans le non-sens de l'administration, le non-sens juridique, c'est-à-dire que d'un côté, on dit que c'est pas possible, et 15 jours après, on prend une mesure qui va permettre d'encadrer l'activité contre rémunération du MMA, en oubliant une chose incroyable, c'est que le DEGEPS, le niveau Bac+2, la première de ses prérogatives, c'est d'entraîner des compétiteurs. Il y a un non-sens dans les décisions administratives. Comment on peut dire que ça ne fonctionne pas? On aura toujours des erreurs de droit quand on ne connaît pas une discipline, quand on ne veut pas connaître une discipline. Tout le monde est fautif dans une affaire comme celle-ci, parce qu'il faut impérativement revenir au droit. Le droit, c'est la fondation même de la pratique. Si on ne fait pas cette démarche-là, on va tomber dans un désert juridique, et là, on a des dérives qui peuvent arriver. Alors maintenant, il y a une autre question qui va intéresser notre camarade d'équipe 21 et tous les organisateurs potentiels. Est-ce que ce gars-là pouvait être diffusé? Parce que la posture aujourd'hui de l'État français, c'est de dire ok, il n'y aura jamais d'événement, on ne peut pas les diffuser sur une chaîne de télévision. Là, on vient d'avoir juste avant une démonstration, magnifique démonstration, que YouTube et toutes les chaînes de télé, elles ne respectaient pas les frontières. Donc, il faut savoir qu'en France, tu m'arrêtes si je me trompe, Jean-Charles, Combat Sport est basé au Luxembourg ou autre. D'accord? C'est une chaîne française. Mais elle est basée au Luxembourg. Donc, comme elle est basée au Luxembourg, mais qu'elle diffuse en France, elle a le droit de proposer du MMA à la télé. Et il y en a quelques autres comme ça. Par contre, l'équipe 21 qui est basée en France, ils n'ont pas le droit.
si on suit le texte. Mais là encore, revenons sur ce texte. Ce texte est encore une recommandation. La recommandation, sur une échelle de 0 à 10, en droit français, c'est -1. En termes de droit, ça ne sert à rien, c'est juste une préconisation. On donne une indication. Et donc cette recommandation du 20 décembre 2005 dit « L'organisation de ce type de combat sur le sol français fait l'objet d'interdiction par arrêté préfectoral. » Ok. Mais là le problème, c'est que le préfet il a autorisé le gala de MMA. Donc si le préfet a autorisé le gala de MMA, et en tout cas ne l'a pas interdit, la recommandation du Conseil de l'Europe, elle tombe d'elle-même. On ne peut pas baser une interdiction sur quelque chose qui n'est pas effectif. Il n'y a donc pas d'interdiction préfectorale, il y a donc une recommandation du Conseil de l'Europe de 1999 qui n'est appliquée, qui n'est suivie qu'en France. Donc on peut légitimement invoquer une caducité juridique de ce fondement sur lequel base la décision du CSA. Le ministère des Sports, ils ont essayé quand même à leur décharge, ils ont essayé d'encadrer, de trouver des solutions sur le MMA. Je sens des sourires. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Ils n'ont jamais codifié l'interdiction du MMA en France. Il n'y a rien. Et ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est une règle fondamentale de la Constitution. Alors les préfets de département, ils sont bien embêtés, d'ailleurs le préfet de Paris était bien embêté, parce que d'un côté ils autorisent la création de clubs, dans le cadre de la loi 1901, ils autorisent le développement de la pratique, ils autorisent la création d'entreprises et le modèle économique qui est associé. Et à partir de là, comment voulez-vous qu'ils puissent interdire quelque chose, puisque maintenant ils ont même autorisé la compétition. Et maintenant, pour couronner le tout, on a l'autorisation, on est plusieurs dans la salle, à pouvoir enseigner le MMA. Moi je viens du full contact, le but c'est de mettre le pied le plus haut possible. Alors, pas au-dessus de la tête, si possible dans la tête. J'ai jamais fait de MMA de ma vie. Par contre, j'ai la compétence pour enseigner le MMA contre rémunération. Mais j'en ai jamais fait de ma vie. Donc quand on prend des décisions à l'emporte-pièce comme ça, au final, j'assume mon propos un petit peu provocateur, mes amis du ministère ne m'en voudront pas, qu'aujourd'hui, la centrale, le ministère en charge des sports, par cette instruction, met plus en danger l'intégrité physique et psychologique des pratiquants depuis l'instruction du 24 novembre 2015 que l'inverse. Quand on décide des choses sans connaître un périmètre, on fait ce type d'erreur. Donc oui, le préfet de Paris a autorisé cette manifestation, et oui, Jean-Charles, tu peux diffuser le MMA sur l'équipe 21 demain soir, avec un taux d'audience qui devrait quand même, à mon avis, faire le buzz. Mais la question est, est-ce que les chaînes de télé vont aller à l'encontre du CSA? Alors pourquoi je reviens sur ce CSA? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour ceux que je n'ai pas précisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas de compétences pour interdire. Il ne peut que sanctionner a posteriori. Donc, il faut que quelqu'un diffuse les images pour que le CSA enclenche une procédure de sanction. Mais il ne peut pas interdire la diffusion. C'est ça qui est très important. Maintenant, les chaînes de télé veulent travailler en bonne intelligence avec leur organe de contrôle, c'est tout à fait légitime. Ils ne vont pas aller à la percussion en permanence. Mais ceci étant dit, c'est vraiment important d'avoir ce type de démarche. Donc, avant de revenir sur ça, sur la pratique complète sur le CSA, la méconnaissance complète du cadre juridique de cette pratique émergente conduit l'ensemble des acteurs à faire plus de mal que de bien. On met en danger la pratique et les pratiquants parce qu'on a une méconnaissance de l'activité et du cadre juridique dans lequel il s'installe. C'est ça qui est important. Et quand on veut faire quelque chose sur le MMA, aujourd'hui, il faut vraiment, je le martèle, c'est vraiment mon cheval de bataille, il faut vraiment mettre un contexte juridique clair, net et précis. Pourquoi? Les pratiquants doivent savoir dans quel milieu ils évoluent. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire.
les collègues, les fonctionnaires du ministère des Sports qui sont chargés d'encadrer et contrôler les associations et la pratique doivent savoir sur quel texte baser leurs analyses et leurs décisions. Aujourd'hui, il n'y a rien. Rien qui permet ni de dire quel est le fondement juridique de cette pratique. Je rappelle qu'en droit, le plus haut, c'est la loi, ensuite décret arrêté, et ensuite on a des circulaires, des instructions qui servent à pas grand-chose, en général, et ce n'est pas le droit. Donc quand on entend souvent le gouvernement dire qu'il gouverne avec le 49.3 et que ça fait de la percussion et que ça met tout le monde en colère. Au ministère, il ne gouverne pas avec les décrets ni avec les arrêtés, il gouverne avec les instructions. Ça, en fait, ça ne sert à rien. Vous prenez une instruction, vous la sortez, vous faites, c'est un effet de fumée, c'est un écran de fumée juridique. Si quelqu'un l'attaque, il la retire tout de suite. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il faut remettre un cadre. Aujourd'hui, le risque majeur pour ces activités de combat, c'est qu'il y a une circulaire, oui, ça va être encore une circulaire sur les organisations de manifestations publiques de boxe, qui va essayer de recadrer le décret 62, et qui dit comment on organise des manifestations publiques de boxe. Ce texte va être modifié et devrait inclure une partie du MMA. Ça fait juste 2 ans qu'on l'attend. D'accord ? Et il est toujours dans l'étude. Je vous remercie pour votre attention. J'ai souhaité faire court sur cette intervention pour éviter de trop vous saouler sur le juridique, parce que c'est un peu compliqué. Et voilà. Je vous remercie.